Le monde du sport est depuis longtemps dominé par les hommes. Les plus grands noms se trouvent toujours du même côté de l'histoire. Usain Bolt, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Dans ce royaume où le plus fort finit presque toujours premier, les plus fortes, elles, doivent remuer ciel et terre pour être mentionnées. Et c'est précisément le cas de notre héroïne du jour. Une femme aux 1000 vies qui a largement mérité ses fleurs. Championne olympique, détentrice de plusieurs records du monde et même pionnière du basketball professionnel. Pourtant, l'un des épisodes les plus marquants de sa vie se déroule hors de la piste, dans une petite loge cachée au fin fond d'un stade d'athlétisme. Alors installe-toi confortablement, car aujourd'hui, je te raconte l'incroyable vie d'Hélène Stevens, la championne olympique qui a dit non à Adolf Hitler. Fertig, los! Noch haarlang durch die Startlöcher und die Außenrakete Kraus führen würde in dem Feld. Aber jetzt... Der Weg ist frei für Amerika. Helen Stevens stürmt als Erste durchs Ziel. Berlin, 1936. Les affiches antisémites disparaissent temporairement et laissent place aux drapeaux olympiques. Adolf Hitler et Joseph Goebbels, son chef de la propagande, souhaitent utiliser l'événement pour prouver la supériorité de la race aryenne. Mais face à eux, l'équipe des États-Unis est prête pour les défier. Sur la piste du stade olympique de Berlin, la guerre entre deux idéologies est sur le point de démarrer. Dans la team USA, tu connais sans doute Jesse Owens, un nom désormais entré dans l'histoire. Mais on retrouve également Cornelius Johnson ou encore Ralph Metcalfe. Ces trois athlètes afro-américains s'apprêtent à choquer le monde entier. Pourtant, à bord du Manhattan, le cargo chargé d'emmener la délégation américaine en Allemagne, les hommes ne sont pas les seuls à nourrir de grandes ambitions. Non loin des sprinteurs, à la musculature impressionnante se trouve une jeune femme, une très grande femme. Grande par la taille, mais surtout par le talent. Et pourtant, Hélène Stevens n'a que 18 ans lorsqu'elle arrive en Allemagne. À Berlin, l'adolescente le sait. Pour décrocher l'or, elle devra à tout prix battre sa plus grande rivale, une certaine Stanislava Valajievich, plus connue sous le nom de Stella Walsh. Jusqu'en 1935, Walsh possède le record mondial du 100 mètres. À 25 ans, elle est d'ailleurs la championne olympique en titre, après sa victoire à Los Angeles en 1932. Depuis plusieurs années, Walsh surnage face à une compétition qui ne lui fait guère concurrence. Stella Walsh paraît tout simplement imbattable. Enfin, pour être plus précis, la polonaise est presque imbattable. À un an des Jeux, Stella Walsh participe aux championnats nationaux de l'AAU, où s'affrontent les meilleurs athlètes des États-Unis. Si la polonaise représente son pays d'origine aux Jeux, elle vit en réalité aux US depuis l'âge de 2 ans. À Saint-Louis, la championne olympique est une véritable superstar. Pourtant, lors du 50 mètres, le ciel va littéralement lui tomber sur la tête. Grandissime favorite, Walsh se fait battre par une lycéenne que personne ne connaît. Et cette adolescente, c'est Hélène Stevens. Pour couronner le tout, Hélène bat au passage le record du monde de la discipline. Juste après la course, les journalistes se précipitent vers la jeune athlète locale. Quand on lui demande si elle sait qui elle vient de battre, Hélène répond avec un humour innocent « Stella qui ?» Un affront que Stella Walsh ne laissera évidemment pas passer. Elle jure de se venger de cette humiliation. C'est une rivalité plutôt surprenante, car Hélène Stevens avouera quelque temps après posséder des posters de Walsh dans sa chambre d'adolescente. Malgré ce petit accroc, Stevens termine la journée en beauté. En plus du titre du 50 mètres, elle remporte également 2 concours de lancer. Pourtant, sa participation a failli lui être refusée. La jeune adolescente doit faire le forcing pour obtenir le droit de s'inscrire. C'est même son entraîneur qui doit payer les frais de participation. J. Tandy Bush, le superintendant de son lycée, aurait préféré qu'elle reste dans les tribunes, à la place des femmes, en train de féliciter les hommes de leurs exploits athlétiques. Malgré son pessimisme, il ne manquera évidemment pas de récupérer tout le crédit au retour de son élève, le coup orné de 3 médailles d'or. À un an des Jeux Olympiques de Berlin, Hélène Stevens devient la nouvelle coqueluche du sprint féminin. Les États-Unis viennent de trouver un nouvel espoir pour le 100 mètres. À son arrivée à Berlin, Hélène Stevens est une star, et sa rivalité avec Stella Walsh intrigue énormément les spectateurs. À seulement 18 ans, l'américaine est déjà considérée par les spécialistes comme la future géante de l'athlétisme. Elle détient par ailleurs le record du monde du 100 mètres depuis plus d'1 an. Mais son âge n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Hélène possède une statistique difficile à croire.
L'états-unienne n'a tout simplement jamais perdu une compétition de toute sa vie. Quelle que soit la distance ou la discipline, la météo ou l'adversaire, Stevens repart toujours avec la victoire. Finalement, le plus grand danger qu'encourent Helen Stevens et la délégation américaine ne se joue pas sur la piste, mais bien dans les bureaux. Lors de l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, Jeremiah Mahoney organise une campagne de boycott. Le nouveau président de l'AAU s'oppose alors à Avery Brundage, sympathisant du régime nazi et président du comité olympique des États-Unis. Les 2 années précédant les Jeux sont rythmées par des réunions, des débats et finalement un vote décisif en décembre 1935. Sur 200 voix, la participation des États-Unis aux Jeux Olympiques se joue à une poignée de bulletins. Entre 1 et 3 d'écart selon les sources. C'est finalement Avery Brundage qui remporte le duel. À quelques mois du grand événement, les États-Unis confirment leur participation à ce qui deviendra bientôt les Jeux les plus controversés de l'histoire. Les 400 membres de la délégation américaine arrivent en Allemagne le 23 juillet. Dans une interview donnée en 1984, Helen Stevens évoque ses premiers contacts avec les Allemands. À Hambourg, le cortège états-unien est invité à un toast porté par le maire de la ville. Le vin y est servi dans de précieux verres vieux de 400 ans. Mais au moment du départ des athlètes, plusieurs de ces vestiges historiques ont disparu. La réaction nazie est immédiate. Si les verres ne sont pas restitués dans la soirée, l'entièreté de l'équipe olympique sera envoyée en prison. Helen Stevens et ses coéquipiers comprennent alors une chose. L'accueil allemand est certes chaleureux, mais aucun écart ne sera toléré. Le lendemain matin, Helen Stevens arrive à Berlin avec les autres sprinteuses. Leurs guides sont de jeunes Allemandes et paraissent terrorisées par le régime. L'accès à l'éducation leur est presque interdit. Mais ce que ces femmes craignent le plus, c'est d'être choisies comme épouses par un soldat nazi. Une demande qu'elles n'auraient tout simplement pas le droit de refuser. Helen Stevens comprend alors que les Juifs ne sont pas les seuls à subir la violence du régime. Les femmes aussi vivent sous une pression constante. Depuis l'arrivée d'Hitler, leur rôle est devenu simple, produire la prochaine génération de soldats. Malgré les conditions, Helen Stevens doit garder la tête froide et se concentrer sur la compétition, même si elle voit de ses propres yeux les discriminations. D'autant plus que le programme de ces Jeux n'est pas très clément. Les épreuves durent du 2 au 15 août, certes, mais Helen Stevens doit concourir dès le 2e jour. Qu'à cela ne tienne, l'états-unienne ne rêve que de l'or et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pas même un télégramme reçu la veille, envoyé par des juifs allemands. La lettre demande à Helen Stevens de boycotter la course du 100 mètres tant qu'une liste précise de juifs détenus dans des camps n'est pas libérée. Stevens vient des États-Unis. C'est une star, et surtout la grande favorite de l'épreuve reine de ces Jeux. Un tel geste viendrait ternir l'image des nazis. Mais Dee Buckman, la coach principale d'Helen, veille à ce que sa protégée ne soit pas perturbée par la politique de l'événement. Sa pépite ne doit avoir qu'une seule chose en tête, la victoire. Alors le 3 août 1936, Helen Stevens prend part à la course, et la suite appartient à l'histoire. Lors des séries, l'états-unienne pulvérise son propre record du monde de 11 secondes 6, établi l'année précédente. Lors de sa première course à Berlin, elle franchit la ligne 2 dixièmes plus tôt. Mais le vent est jugé trop favorable, et le record n'est donc pas homologué. Un peu plus tard dans la journée, le même scénario se reproduit. Elle gagne sa demi-finale en 11 secondes 5, mais là aussi, le vent ne permet pas de valider le record du monde. La déception ne semble pas perturber la championne. Le lendemain, lors de la finale tant attendue, Helen Stevens réitère son exploit. Elle remporte la médaille d'or avec plus de 2 mètres d'avance sur Stella Walsh, prouvant au monde entier qu'elle est la femme la plus rapide sur Terre. L'Allemande Käthe Kraus complète le podium. L'objectif est désormais rempli, Helen Stevens est championne olympique. Pourtant, la journée de la jeune femme est sur le point de prendre une tournure inattendue. Alors qu'elle s'apprête à donner une interview, Helen Stevens est interpellée par un officiel allemand, et ce dernier lui adresse une requête pour le moins intrigante. Adolf Hitler souhaite la rencontrer dans sa loge privée. Seulement l'états-unienne a promis à la radio CBS un entretien, et une femme du Missouri ne revient jamais sur sa promesse. Le soldat paraît terrifié à l'idée de revenir bredouille auprès du Führer. Alors Dee Buckman tente de détendre l'atmosphère. Elle dit à l'Allemand qu'elles seront disponibles dans 10 minutes, et qu'en aussi peu de temps, Hitler n'aura pas le temps de le tuer, surtout avec autant de monde autour. Une petite blague qui ne fait pas vraiment rire l'homme, dont le soulagement est visible lorsque les 2 femmes reviennent de l'interview. Il les accompagne alors dans la loge, et leur arrivée dans la pièce est particulière. L'ambiance s'y trouve pesante. Quelques secondes après leur entrée,
Une dizaine de gardes armés prennent place de part et d'autre de la loge, la main à proximité de leur arme, prêts à dégainer. Helen Stevens et Dee Buckman ne comprennent pas vraiment ce qui est en train de se passer. Puis la porte s'entrouvre et Adolf Hitler fait son entrée. Le premier contact avec le Führer est pour le moins gênant. Hitler lance son salut nazi, ce à quoi Hélène répond avec une bonne poignée de main du Missouri, comme elle aime l'appeler. La réponse du chef nazi est alors brusque et totalement déplacée. Il la saisit par le cou, puis par les fesses, avant de la serrer contre lui. Sous le choc, Hélène reste figée. Puis Hitler, d'un calme perturbant, lui demande ce qu'elle pense de l'Allemagne, comme si de rien n'était. L'États-Unienne n'est pourtant pas au bout de ses surprises. Alors qu'elle demande un autographe au chef du parti nazi, un flash le fait sursauter. Hitler entre dans une colère noire. Un photographe vient de prendre une photo sans son autorisation. Le Führer frappe alors le jeune homme, puis ordonne à ses gardes de le jeter dehors. Il sera bientôt rejoint par sa caméra, détruite en 1000 morceaux. Devant cet acte de violence complètement disproportionné, la rencontre entre un peu plus dans le surréaliste. Hitler reprend doucement son calme. Il se tourne alors vers Hélène et lui propose de venir à Berchtesgaden, dans sa maison de campagne. Dee Buckman prend alors la parole. Son athlète doit s'entraîner pour les prochaines courses. Elle n'a tout simplement pas le temps pour ce genre de choses. Hitler se rabat alors sur l'entraîneuse qui lui répond à son tour négativement. Les deux femmes sont sauvées. Mais avant de partir, le Führer se dirige une dernière fois vers Helen Stevens. Il relève alors les traits ariens de la championne et ajoute qu'elle aurait dû courir pour l'Allemagne. Sans réponse de la part de Stevens, Hitler s'éclipse après une brève poignée de main, laissant Hélène et Dee sous le choc. Cette rencontre ne manque pas de surprendre Helen Stevens, qui n'aurait jamais cru vivre un tel moment. Les émotions vécues ce jour-là seraient suffisantes pour faire vaciller n'importe qui. Mais Hélène n'est pas la première venue. Elle n'en a toujours pas terminé avec ses jeux. La championne olympique doit se ressaisir. Le relais du 4 x 100 mètres l'attend dans quelques jours. Pourtant, la course n'offre pas beaucoup d'espoir à la délégation américaine. Les chances de victoire sont bien maigres, car les 3 autres relayeuses ne peuvent rivaliser avec les Allemandes. Lors de la finale du 100 mètres, 3 des 6 finalistes portaient la tunique du Reich. L'Allemagne est donc favorite, surtout après avoir pulvérisé le record du monde en demi-finale. Et la finale ne laisse que très peu de suspense. Les 3 premières relayeuses allemandes prennent 10 mètres d'avance sur leurs adversaires. Marie Dollinger n'a plus qu'à transmettre le relais à Ilse Dorfeld. Le stade olympique s'apprête à exulter, mais quelque chose cloche. Le relais n'est pas comme les précédents. Avant de pouvoir changer l'issue de la course, Dorfeld fait tomber le témoin. Dans un silence de cathédrale, l'équipe allemande est disqualifiée, et qui se trouve être la 4e et dernière relayeuse des États-Unis, Helen Stevens, dont la motivation redouble en voyant les Allemandes éliminés. Stevens réalise une dernière ligne droite parfaite et offre une nouvelle médaille d'or à son pays, au nez et à la barbe de 100 000 Allemands présents dans le stade, dont le Führer en personne. Helen Stevens vient de conquérir une 2e course. Ces jeux sont une réussite totale, presque inespérée. Elle laisse ensuite le trône au roi de ces jeux, Jesse Owens. L'États-Unien gagne 4 médailles d'or, devenant un des symboles des JO de Berlin. Pourtant, Helen Stevens a un avis différent sur la question. Son expérience apporte une vision plus singulière de ces jeux. Sur la piste, aucun doute. Jesse Owens est la superstar. Mais dans le stade, Helen ressent autre chose. Dès que la course s'arrête, tous les regards se tournent vers Hitler. Le monde entier est captivé par sa présence, par son comportement. Pour Hélène, ces jeux semblent orchestrés pour faire d'Hitler le personnage principal. Ces Jeux Olympiques de Berlin font partie de la propagande nazie. Helen Stevens le ressent à chaque instant. Alors que son activité d'athlète prend fin, l'Américaine reste en Allemagne pour la suite des Jeux. Les contacts avec les locaux se multiplient et certains laissent place à des discussions pour le moins inquiétantes. Tu te rappelles des jeunes guides terrorisés par les soldats nazis ? Ces dernières portent désormais un discours beaucoup plus perturbant. Hélène se souvient d'un échange marquant avec l'une d'entre elles. « Vous savez, nous allons vous traiter le mieux possible jusqu'à la fin de ces Jeux, mais dans quelque temps viendra la guerre et nous vous anéantirons. Vous marchez dans un stade qui sera bientôt rempli d'armes et servira d'abri pour la population. » Ce genre de conversation n'est pas anodine et plutôt choquante. Pourtant, Hélène tente de se détacher de l'aspect politique qui l'entoure.
Mais elle comprend que l'Allemagne tout entière se prépare pour la guerre. Les défilés des jeunesses hitlériennes lui rappellent que ces hommes seront bientôt l'ennemi. Sur place, la championne perçoit toute la contradiction du pays. Elle peut très bien boire une bière avec des Allemands accueillants avant que ces derniers n'expliquent qu'ils se vengeront bientôt du traité de Versailles. Cette violence reste au maximum camouflée par l'image lisse que les autorités veulent projeter. Hélène Stevens se rappelle d'une anecdote frappante. Alors qu'elle est invitée à une soirée, l'États-Unienne rencontre le maire de la ville de Dresden. Ce dernier, dont l'accent anglais est parfait, propose de lui faire visiter la ville. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle souhaite à tout prix voir, Stevens répond qu'elle aimerait beaucoup observer un camp de concentration. Cette réponse retourne complètement le maire, son visage se décompose. Ce dernier affirme qu'il n'existe pas et que toute cette histoire n'est qu'une propagande juive. Le maire passe le reste de la soirée à éviter le regard de la double championne olympique. Si Hélène Stevens pose cette question, ce n'est pas par curiosité morbide. Quelques jours plus tôt, la jeune femme apprend que certains boxeurs américains partent visiter la campagne berlinoise. Seulement, lors de leur balade à vélo, ils tombent nez à nez avec un camp de concentration bien actif. Intrigués, ils tentent maladroitement de grimper la grille, mais sont arrêtés par la police nazie. La délégation états-unienne se voit alors proposer deux options par les Allemands. Laisser le destin des boxeurs dans les mains de la justice locale, ou les rapatrier immédiatement au pays. Les Américains choisissent évidemment la deuxième option. Officiellement, ils rentrent pour un mal du pays, mais Hélène connaît la vraie raison. C'est pourquoi elle fait une telle requête au maire nazi. Elle souhaitait contempler sa réaction face à autant de culot. Lorsqu'elle rentre de Dresden vers Berlin, Hélène Stevens comprend que son aventure olympique touche bientôt à sa fin. Mais avant de quitter la capitale, la jeune femme s'apprête à vivre une dernière situation complètement lunaire. Hélène est invitée dans la demeure d'Hermann Göring. L'homme à l'origine de la création de la Gestapo semble attiré par la jeune femme. Intrigué par une telle fête, Stevens répond favorablement à l'invitation, accompagnée d'Harriet Bland, une amie de sa ville natale. Une autre femme est également présente, Ruth Astley, une serveuse allemande dont la relation avec Hélène Stevens tient plus de l'amour que de l'amitié. Lors de cette soirée, l'ambiance n'est pas comme à l'accoutumée. La pièce est remplie de jeunes femmes, toutes plus dénudées les unes que les autres. Hélène se sentait jusqu'alors protégée par son statut, mais ce soir, elle perçoit un potentiel danger. Un invité lui conseille même de partir, car selon lui, elle n'est pas faite pour ce genre d'endroit. L'homme dont l'identité reste cachée fait tout pour escorter les trois jeunes femmes en dehors de la villa. Si Harriet semble déçue de ce départ prématuré, Hélène et Ruth soufflent un grand coup en quittant les lieux. Car sur place, drogue et alcool coulent à flot et la soirée termine vraisemblablement en une orgie. Son dernier souvenir des Jeux n'est pas sans rappeler la perversité des dirigeants nazis. Après avoir essuyé 2 refus, Adolf Hitler propose une nouvelle fois à Hélène Stevens de l'accompagner dans sa maison de campagne, ce que l'athlète refuse à nouveau. C'est ainsi qu'Hélène Stevens achève son expérience des Jeux de Berlin. Une réussite sportive avec 2 médailles d'or, mais surtout un sentiment de danger venant de l'Allemagne. De retour dans son Missouri natal, Hélène sait que le monde n'est plus qu'à quelques années d'un chamboulement sans précédent. Elle n'a cependant pas vraiment le temps de réfléchir au sort des autres, car le sien n'est guère plus heureux. Son arrivée aux États-Unis se fait dans la critique à cause de la presse polonaise. Certains journalistes affirment que la championne est un homme engagé par les US afin de rivaliser avec Stella Walsh. Ces attaques se basent sur un prétendu manque de féminité chez la sprinteuse. Hélène Stevens précise cependant que chaque athlète féminine est passée par un test de genre supervisé par un physicien du comité olympique. Elle aurait également été testée par les Américains à son retour au pays, des faits qu'Avery Brundage réfute. Malgré l'absence de preuves, ces rumeurs coûtent à l'étudiante sa bourse à l'université William Woods. Une situation qui n'est pas sans rappeler certaines des polémiques récentes, avec les cas de Caster Semenya et d'Iman Khelif. Aujourd'hui, on sait qu'Hélène Stevens était une femme sur le plan biologique. Finalement, Stella Walsh sera l'athlète reconnue intersexe lors de son autopsie en 1980. Mais le mal est fait. Hélène Stevens porte désormais une image ternie par des accusations sans fondement. Son homosexualité assumée par la suite n'a pas joué en sa faveur. Dans un pays où la dépénalisation de l'homosexualité ne commence qu'en 1962 et prend fin en 2003, près de 10 ans après la mort d'Hélène Stevens. La double championne olympique ne se laisse pas pour autant abattre. Elle trouve un emploi afin de financer ses études elle-même
et profite de l'occasion pour continuer ses prouesses sportives. Elle troque la piste pour une salle de basket où son mètre 82 lui permet de sortir du lot. Elle intègre alors les All-American Redheads, une équipe semi-professionnelle. Mieux encore, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle devient propriétaire et manager des Co-Heads en 1938. Elle devient la première femme à réaliser un tel exploit. Son groupe parcourt alors le monde pour des matchs d'exhibition face à des hommes jusqu'en 1952. Sharon Kinney Hansen, qui a réalisé la biographie d'Helen Stevens, précise que les Co-Heads auraient gagné plus de 50% de leurs matchs. Stevens a désormais un rôle différent, mais elle continue de pratiquer le baseball et le softball à un niveau élevé. Mais son activité avec les Co-Heads lui fait perdre son éligibilité pour les prochains JO. À l'époque, les Jeux Olympiques sont réservés aux amateurs. L'envie de représenter son pays doit venir de la passion du sport et non pas d'un salaire important. Helen Stevens a signé des contrats et gagné de l'argent grâce au sport, elle perd donc son statut d'athlète amatrice. En 1948, les Jeux de Londres prennent le flambeau de l'esprit olympique après une décennie marquée par la guerre. Helen Stevens a alors 30 ans. Et si elle est capable de battre le record de lancer de poids de plus de 2 mètres, elle est forcée d'observer les événements depuis les tribunes. Finalement, Helen Stevens devra attendre quelques temps avant de goûter à nouveau aux plaisirs olympiques. La cinquantaine passée, elle participera 2 fois aux JO seniors. Et comme à son habitude, elle éclabousse la compétition de son talent. Elle aura même l'honneur de porter la flamme olympique lors des cérémonies d'ouverture des événements. Pour l'ensemble de son œuvre, Helen Stevens est intronisée à 9 Hall of Fame différents, dont celui des meilleures athlètes féminines de l'histoire. En dehors du sport, Stevens s'engage chez les réservistes de la marine durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle ne servira pas. Par la suite, elle devient libraire puis chercheuse pour le gouvernement. Elle prend sa retraite en 1976, aux côtés de Mabel Robe, sa compagne depuis près de 40 ans. Helen Stevens devient l'une des premières icônes LGBT et utilisera son image pour se battre en faveur des droits des femmes dans le sport, et également pour les femmes de couleur. Après les Jeux de Berlin, la double championne olympique prédit une chose: les sportifs noirs domineront le sport si on leur laisse cette chance. Encore une fois, elle avait raison. Helen Stevens est un personnage singulier. Son histoire est marquante, tant par ses actes que par ses rencontres. La double championne olympique avait toujours un temps d'avance, dans ses idées comme sur la piste d'athlétisme. Pourtant, son nom reste souvent au 2e ou au 3e plan, derrière ceux des grands sportifs ayant marqué le XXe siècle. À travers cette vidéo, j'espère lui avoir rendu hommage. Si t'es resté jusqu'ici, d'abord, merci. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Je te laisse mes sources dans la description, et sur ce, à bientôt.